Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. J'ai 7 romans à vous présenter, donc on va pas trop s'attarder. La raison pour laquelle j'ai 7 romans à vous présenter, c'est parce que j'ai participé donc à l'épreuve des stratèges du PLIB et donc je vous en ai déjà parlé, j'ai lu 3 romans et avant ça j'en avais lu un seul et je voulais pas faire un update lecture pour un seul roman, donc j'ai dû attendre un petit peu d'en lire plus. Et il se trouve qu'une fois que j'ai commencé ma pile à lire de janvier, ben, j'ai pas réussi à m'arrêter. Donc j'ai 7 romans à vous présenter cette fois-ci. La prochaine fois, il y en aura peut-être un peu moins. On verra. Peut-être qu'à la fin du mois, je referai un update lecture et qu'il n'y en aura que 3. Ben, on va commencer tout de suite par les choses qui fâchent, puisque le roman que j'ai lu il y a le plus longtemps, c'était fin novembre, début décembre. Le tome 4 de La Passe Miroir, La Tempête des Échos de Christelle Dabos chez Gallimard. Alors, je pense que vous avez compris, rien qu'à la façon dont je vous l'ai présenté, que ça n'a pas été le coup de cœur monumental que j'attendais. Il faut savoir que La Passe Miroir, je l'ai découverte après sa sortie, il y a un moment, quand j'ai commencé La Passe Miroir, le tome 1 était sorti en poche, et le tome 2 allait sortir en poche peut-être. Donc ça faisait déjà un moment que au moins les 2 premiers tomes étaient sortis. Voilà. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'ai adoré le tome 3. Ça a été pas des coups de cœur à chaque fois, mais je dirais qu'il y en a au moins un, peut-être 2, qui étaient des coups de cœur. Et forcément, comme tous les fans de ce début de série, j'attendais le dénouement avec grande impatience. Et en même temps, je me disais, plus l'autrice prend son temps, plus ça veut dire qu'elle s'applique, qu'elle va nous pondre un truc vraiment bien. Et puis en même temps, c'est pas plus mal qu'on attende parce qu'une fois qu'on l'aura lu, bah ce sera fini. C'est fini. Et je suis très déçue. Je suis désolée si vous avez adoré ce tome 4, ça n'a pas été mon cas. En fait, si, je l'ai adoré. J'ai pris mon pied du début jusqu'à la presque fin. Et la fin... Voilà. Comme c'est un tome 4, je vais pas vous en dire trop en fait, parce que je vais même quasiment rien vous dire, tout simplement parce qu'il se passe tellement de choses dans ce tome 4 qui ont forcément un lien avec les tomes précédents. Je veux dire, rien que le tome 2, on peut quasiment pas... Bah si, à la limite, le tome 2, on peut peut-être en parler. Mais je veux dire, le tome 3, déjà, on peut pas en parler sans dévoiler ce qui s'est passé à la fin du tome 2. Donc forcément, vous imaginez bien que le tome 4, bah... Bon. Ce que j'ai adoré dans le tome 4, déjà dès le départ, ça commence bien. On se retrouve exactement au moment où s'arrête le tome 3. Ça, c'est plutôt cool parce que c'est un ce gros cliffhanger quand même le tome 3. Hein. J'avoue que j'avais un peu maudit l'autrice. Donc voilà, j'ai apprécié ça. J'ai apprécié retrouver les personnages, évidemment. Bien sûr, on s'en doute. Thorne, Ophélie, Thorne. Bref, voilà, mon côté un peu zinzin qui aime bien les personnages torturés, pas très cool au départ. Bref. C'était génial, voilà. J'ai replongé dans l'univers avec une frénésie incroyable. C'est vous dire, avec Diane, on a fait une lecture commune pour le tome 1, pour le tome 2 et pour le tome 3. Mais on savait pas vraiment trop ce que ça voulait dire en fait lecture commune. On s'était dit allez vas-y on commence ensemble et puis on lit et puis quand on aura fini on en reparle. C'est pas vraiment le principe d'une lecture commune. Cette fois-ci on a fait les choses bien. On s'est dit allez, on lit 3 chapitres, 3 ou 5, je sais plus ce qu'on avait dit, et on s'arrête. On s'attend, on discute de ce qu'on vient de lire et bah, on continue en fonction du temps qu'on a. Je crois qu'on l'a... Alors, j'ai peur de dire une grosse bêtise, mais j'ai l'impression qu'on l'a bouffé en une seule fois en fait. Peut-être en 2 jours. Peut-être si c'était un moment où on bossait toutes les deux. Mais on l'a bouffé, le truc. On l'a bouffé, littéralement. Pas littéralement parce que ça aurait été un peu... Mais bon, vous avez compris quoi. On l'a dévoré le bouquin. Ça a été hyper vite, on avait une boulimie en fait de La Passe Miroir, on s'est vraiment prise dedans et on voulait savoir chaque fois qu'on s'arrêtait au bout de 3 ou 5 chapitres, je sais plus. On en discutait vite fait, genre ah t'as vu c'est passé ça, non mais attends, ouais mais alors est-ce que ça veut dire que... Alors ça c'était trop fun parce que du coup on avait plein de théories et à la fin on a pu constater si on avait raison ou tort, il y avait des trucs qu'on avait devinés, il y avait des trucs qu'on n'avait pas devinés mais on n'était pas très loin, enfin voilà. Et franchement, c'était vraiment fun, une vraie lecture commune comme ça, c'était trop cool. D'autant plus sur un tome qu'on attendait toutes les deux avec énormément d'impatience. Et ce qui a été drôle, c'est qu'à la fin, on a eu toutes les deux le même sentiment en fait. On était là, on était... ouais.
Bon, bon. C'était terrible. C'était terrible. La grosse, grosse désillusion. Ça va être un peu fort, ce que je vais dire, mais la fin de ce tome 4 m'a gâché toute la série, en fait, tout simplement. J'aurais tellement aimé que l'autrice fasse autrement. Là, c'était juste pas possible, en fait. Il y a un élément qui est extrêmement précipité à la fin du roman. C'est pas un élément majeur, c'est quelque chose qui survient et qui est tragique. Et comme il y a plein de choses qui se passent autour, bah, cet élément tragique, on passe presque à côté, en fait. J'ai trouvé ça très dommage. Et puis voilà, et puis la fin, par rapport aux personnages principaux, non, en fait, non. Chacun ses goûts. Voilà, je pense qu'il y en a qui ont dû apprécier cette fin, qui est une fin relativement ouverte quand même, hein. D'où le fait que j'ai pas vraiment apprécié. Mais au-delà de la fin ouverte, il y avait d'autres choses aussi qui me dérangeaient. Il y a un moment, un personnage. On retrouve un personnage à un moment euh, qu'on avait un petit peu perdu de vue depuis un certain temps. Et j'ai dit, quoi? Donc ça, c'était fun. Vous voyez, il y avait vraiment... L'ambiance était là tout le long du roman, c'était intéressant, on engrangeait plein d'informations, on apprenait des nouvelles choses, on rencontrait pas forcément des nouveaux personnages, mais on en apprenait plus sur des personnages qu'on avait seulement effleurés dans les tomes précédents. C'était chouette, mais cette fin, non, 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 tu peux pas finir une série chef-d'œuvre comme ça, c'est pas possible. Les goûts et les couleurs ne se discutant pas, je suis ouverte au fait que certains l'ont peut-être apprécié. Pour moi, ça n'a pas été le cas et je suis vraiment dégoûtée. Je sais que c'est une série que je relirai parce que c'était tellement bien. J'ai fait ma relecture des tomes 1, 2 et 3 début novembre et j'ai enchaîné avec le tome 4. Donc en fait, j'ai lu les 4 tomes à la suite et c'était génial. J'avais pas envie de lâcher l'univers en fait. Et t'arrives à cette fin et là, je suis très triste. J'ai quand même une bonne note, hein. La note a baissé à cause de la fin. Voilà. Je vais pas m'attarder plus. Comme je peux pas trop vous en dire parce que c'est un tome 4 et que j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit, je vous laisse le découvrir si ça vous intéresse. Si vous n'avez pas encore tenté la passe miroir et que vous hésitiez, que vous attendiez les avis du tome 4, ne vous fiez pas aux miens. Franchement, malgré cette fin, c'est une série qui vaut le coup. Sachez juste, quand vous vous lancez dedans, que la fin est susceptible de vous décevoir, mais pour l'ambiance, pour les personnages, il faut découvrir cette histoire. Archibald, les gars. Archibald, ce personnage. Voilà. Donc, foncez. Même si... Voilà. Ensuite, je vais vous parler rapidement de L'ombre de l'Ankou de Jean Vigne aux éditions du Chat Noir collection Chaton Hanté. C'est un livre que j'avais acheté au Festival du Livre de Colmar en novembre, donc quasiment aussitôt acheté, aussitôt lu plutôt. Donc je suis vraiment contente. Il est dédicacé du coup en plus. Voilà. Alors, L'ombre de l'Ankou, de quoi ça parle? On va rencontrer Lottie, qui vit à Paris avec ses parents et qui doit déménager en Bretagne parce que sa maman a un cancer et que le médecin lui a conseillé de se mettre au vert, tout simplement. Et donc cette famille va emménager dans de la maison de famille, en gros, de la maman de Lottie. C'est une petite fille qui est assez moderne, qui aime bien sa vie parisienne et qui rechigne un peu à venir en Bretagne, surtout que elle sait pas trop pour combien de temps elle est là. Pour l'instant, c'est que pour les grandes vacances. Peut-être que si sa mère va pas mieux, elle sera obligée de rester un peu plus longtemps. C'est un peu compliqué. J'ai bien aimé ce roman. C'était vraiment chouette. C'est très très jeunesse, hein, je vous préviens. Chaton Hanté, c'est vraiment une collection pour les enfants. Du coup, ça va un peu vite. L'histoire va un peu vite. Mais j'ai aimé l'ambiance. J'ai aimé la Bretagne. J'ai aimé les paysages qu'on nous décrit. J'ai aimé la relation que Lottie créé avec un garçon de son âge. Je vais pas trop vous en dévoiler parce que ce serait vous raconter l'histoire. Une nuit, Lottie est réveillée, je me souviens plus à cause de quoi, et quand elle regarde par la fenêtre, elle voit l'Ankou. Pour ceux qui ne connaissent pas cette légende, l'Ankou, donc c'est une légende bretonne, c'est le personnage qui emmène les âmes des défunts dans l'au-delà. Il est sur une barque et il s'approche du littoral et il récupère les âmes pour les faire passer de l'autre côté. Et une nuit, Lottie aperçoit ce personnage sur le bord de la plage,
parce que eux ils habitent en haut d'une falaise. Et ça l'a fait flipper un peu la petite Lottie, elle a 11 ans. Donc elle a un peu les boules quand même. Et elle va essayer de découvrir un petit peu quel est ce personnage, pourquoi il vient la voir elle, est-ce que ça veut dire qu'elle va mourir, est-ce que ça veut dire que sa maman va mourir. Elle est un peu inquiète et on essaye de démêler un petit peu le côté intrigue du coup, un peu mystérieux. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, c'était vraiment chouette. J'ai hâte de découvrir d'autres romans de cette collection parce qu'ils sont tous un petit peu dans le même style pour les enfants et qui font un peu frissonner. C'était chouette. J'ai lu ça au moment des fêtes. C'est ma dernière lecture de 2019. Donc j'ai lu ça entre le 29 janvier, puisque au 29 décembre, pardon. Entre le 29 décembre et le 31 décembre, puisque le 29 décembre, c'était encore l'épreuve des stratèges du PLIB. Donc j'étais sur un autre roman. Voilà, donc c'est ma dernière lecture de 2019 et je suis vraiment contente que ça ait été une aussi bonne lecture. Donc je vous le recommande, adulte, ou bien si vous avez des enfants, des petits cousins, des neveux, des nièces, qui commencent la lecture à partir de 9 ans, quoi, et pas, je veux dire, déjà 12 ans, à mon avis, ça les intéressera plus, pardon. Il est illustré en plus. Voilà, donc ça se lit vraiment très très vite, vous voyez, c'est écrit relativement gros. En 2 heures, c'est lu, quoi. Enfin, pour un adulte, bien sûr. C'était vraiment chouette et voilà, comme dit, j'ai très très hâte d'acheter tous les autres de la collection Château Hanté. Donc celui-là, c'est le 4. Donc voilà, il y a Effroyable porcelaine de Vincent Tassi qui me fait de l'œil depuis des siècles. Et puis je vais essayer d'acheter tous les autres. Il est 5h moins 10, donc la nuit est tombée. J'ai dû allumer la lumière, désolée. Donc voilà, là, au niveau changement de lumière, vous êtes gâtés dans cette vidéo. Bref, j'ai commencé ma pile à lire de janvier, le 1er janvier 2020. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo dédiée, ma pile à lire de janvier était consacrée à des lectures choisies par ma famille. Et je suis vraiment hyper contente d'avoir fait ça. Et je pense que je referai la même chose en février d'ailleurs parce que j'ai découvert des titres qui étaient dans ma pile à lire que j'aurais pas forcément sorti tout de suite et c'était génial. Je vais commencer par le titre que mon chéri m'avait choisi et que je n'ai pas sous la main puisque je l'ai revendu, voilà. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vraiment apprécié. C'était Juste après la vague de Sandrine Colette aux éditions France Loisirs. J'avais une édition France Loisirs. Je vous mettrai la couverture par ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, de quoi ça parle? On est à Levée. Et ça m'a fait rire parce que il y avait une ancienne amie de ma sœur qui habitait à Levée. Donc on est à Levée, en France. Il y a eu un tsunami et il y a une famille de 11. Donc il y a les 2 parents et les 9 enfants. Oui, c'est ça. Il y a les parents et les 9 enfants qui vivent dans une maison qui est légèrement surélevée. Ils ont eu du bol, ils habitent sur une colline. Et du coup, même si il y a quand même eu la vague qui est passée, ils sont quasiment les seuls survivants, en fait. Ou alors ils ne le savent pas et les autres survivants ont réussi à s'échapper. Mais bon. Et donc ils vivent sur cette colline et ils sont entourés d'eau. Donc ça fait un peu comme une île au final. Et donc ils restent là un certain temps, sauf que au bout d'un moment, ils se rendent compte que l'eau monte et que s'ils veulent pas mourir noyés, ils vont devoir partir. Sauf que ils ont une barque et que dans la barque, ils ne peuvent entrer qu'à 8, c'est ça. Ils ne peuvent entrer qu'à 8 dans la barque, donc ils vont devoir laisser 3 enfants à la maison. C'est assez horrible comme scénario de départ, hein, je vous l'accorde, et effectivement c'était horrible. C'est hyper émouvant. On a les parents qui se déchirent, qui s'en veulent énormément à eux-mêmes et qui se déchirent, mais qui n'ont pas le choix en fait, parce qu'ils peuvent pas prendre tout le monde, sinon ils vont chavirer, ils vont tous mourir. En même temps, eux ne peuvent pas se sacrifier parce que sinon qui est-ce qui va ramer? Voilà, donc c'était vraiment déchirant. Mon plus gros problème avec ce roman, ça a été le style de l'autrice. On a une narration hyper hachée, en fait. On a des phrases qui sont pas vraiment des phrases. C'est... Ouais, haché. Je vois pas d'autres mots, en fait. Donc on va utiliser celui-là. Puisque j'en trouve pas d'autres, on va utiliser celui-là. C'était haché,
C'est saccadé, deuxième mot, voilà, haché, saccadé, et j'ai pas aimé, j'ai pas aimé le style. C'est dommage parce que l'histoire en elle-même était intéressante, que l'ambiance était quand même vachement bien retranscrite, on avait quand même le côté vraiment déchirure voilà, c'était vraiment horrible. Je trouve qu'il y avait un potentiel qui n'a pas été suffisamment exploité, c'est au niveau de la backstory, c'est-à-dire pourquoi le tsunami. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Intuitivement, on se doute que c'est parce que on a détruit la planète, forcément, hein, au bout d'un moment, réchauffement climatique et tout ça, la planète se rebelle, logique, mais c'est pas dit. Et du coup, je trouve que c'est un manque. Il y a certaines choses dans l'histoire qui, je trouve, ont manqué de crédibilité. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 gamins qui restent à la maison. C'est pas forcément des gamins hyper débrouillards et je trouve qu'ils s'en sortent quand même vraiment très très bien, hein. Voilà, je trouve que ça manque de crédibilité tout simplement. Il y a une scène aussi où un des plus âgés fait quelque chose. C'est un peu délicat en fait de vous dire ce qui se passe sans vous spoiler l'histoire. Voilà, j'ai trouvé que c'était juste pas possible en fait. Enfin, un gamin de cet âge ne peut pas avoir la mentalité pour faire ce qu'il fait. En tout cas, pour moi, c'est pas concevable. Peu importe que ce soit l'apocalypse, que y a des priorités, que machin. Pour moi, c'était pas concevable. Et la fin est une fin ouverte, messieurs dames. Donc, je n'ai pas aimé cette fin. Voilà, tout simplement. Même si c'est une fin ouverte, mais c'est une fin ouverte joyeuse, on va dire. J'ai quand même pas aimé ma lecture, tout simplement. Voilà. Alors après, j'ai bien aimé le découpage de l'histoire. On est au départ, donc on a un prologue qui est très long, très très long, pour nous mettre en place la situation et tout ça, et qui va du moment, en gros, du moment où la vague arrive, au moment où les parents partent avec la barque et certains de leurs enfants. Et ensuite, on a une première partie avec les enfants qui sont restés à la maison. Ensuite, on revient, et donc ça se déroule sur plusieurs jours, hein, et ensuite on revient au premier jour euh, pendant lequel on a suivi les enfants qui sont restés à la maison, mais cette fois-ci on suit les parents qui sont dans la barque avec les autres gamins. Pareil, ça se déroule sur plusieurs jours. Et ensuite, rebelote, on revient de nouveau aux gamins et on vit la suite. Enfin voilà. C'était intéressant comme construction du récit, mais sinon, voilà, malheureusement, ça n'a pas trop fait avec moi. Et puis, dernier point, c'était drama sur drama sur drama sur drama. C'est déjà hyper dramatique. Ils ont été obligés de laisser leurs gamins sur une île, tout seuls, sans savoir s'ils pourraient revenir les chercher, sans savoir s'ils allaient survivre, les enfants qui sont sur l'île, sans savoir si eux-mêmes allaient survivre à la traversée, parce qu'ils ont quand même des kilomètres à faire pour trouver les terres les plus hautes dans les montagnes pour essayer de s'en sortir. Et on rajoute encore du truc. Et au bout d'un moment, il y a une scène dure, presque gore, je dirais, et pour moi, c'était faire du gore pour du gore, en fait. Elle avait aucun intérêt, cette scène. On aurait très bien pu la jouer autrement. Voilà. Donc c'était pas une très très bonne lecture. Maintenant, si l'histoire, qui était quand même intéressante, hein, je vous dis, le pitch de base était quand même intéressant, vous intéresse, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Moi, je l'ai pas aimé, mais ça veut pas dire que vous ne l'aimerez pas. Ah oui, et du coup... je lui ai mis 7 sur 20 sur Livre Addict et 2 étoiles, du coup, sur Goodreads. Ensuite, j'ai lu le livre sélectionné par mon papa. C'était Histoire du soir pour filles rebelles, le premier tome, Sans destin de femme extraordinaire, de Elena Favilli et Francesca Cavallo. Donc, je vous rappelle, c'est ce livre où on a d'un côté le portrait dessiné et de l'autre côté le portrait écrit, l'histoire un petit peu de la femme extraordinaire, ce pourquoi elle est extraordinaire. Voilà. J'ai mis 20 sur 20 à ce livre. J'ai mis 5 étoiles à ce livre. C'est un coup de cœur et je vous conseille de tout cœur de le lire. C'était une merveille. Je l'ai lu en 2 heures, forcément, hein, ça va très très vite. Je vous dis, il y a du texte que sur la page de gauche et c'est écrit très très gros. J'ai appris plein de choses sur des femmes que je connaissais, sur des femmes que je ne connaissais pas, dont je n'avais même jamais entendu parler. C'était génial. Les femmes qui sont décrites dans ce premier tome, j'ai trop hâte d'avoir le tome 2 d'ailleurs, du coup, c'est bourré de diversité, tant au niveau des origines ethniques qu'au niveau des raisons pour lesquelles elles sont entrées dans l'histoire. Ça peut être soit parce qu'elles ont inventé quelque chose, soit parce qu'elles se sont rebellées à un moment dans leur vie contre le système, soit parce qu'elles ont
contribuer d'une façon ou d'une autre à rendre le monde meilleur, tout simplement. C'était fantastique. Chaque portrait écrit de femme est vraiment alléchant, ça donne juste envie d'en savoir plus, en fait, sur ces femmes. On apprend en gros comment elles se sont retrouvées là où elles se sont retrouvées, mais en gros, puisque c'est tellement court, et en fait on a envie d'en savoir plus, vraiment, on a envie d'avoir tous les détails de qu'est-ce qui s'est passé, oui, mais alors à ce moment-là, comment les gens autour ont réagi, etc. Voilà, j'ai pas de mots pour décrire ce bouquin autre que ceux que je viens déjà de vous donner. Le gros plus, et ce à quoi je m'attendais pas en fait, alors que c'est complètement logique, c'est que chaque portrait a été illustré par une artiste différente. Et je trouve ça juste génial en fait. Quand j'ai tourné les pages, il y a certaines illustrations qui me parlaient pas. Et du coup j'avais peur de pas aimer tout simplement le style de l'illustrateur, puisque au départ je ne savais pas que c'était que des femmes et que c'était que des femmes différentes. Mais en fait vous voyez bien que toutes les illustrations sont différentes, tous les styles d'illustration sont différents. Et c'était vraiment génial. Non seulement on en apprend plus sur des femmes qui ont existé et qui ont fait quelque chose pour ce monde, mais en plus, ces femmes sont écrites et décrites par des femmes qui ont chacune une identité propre et voilà, c'était vraiment génial. J'ai très très hâte d'avoir la suite et franchement, je vous le recommande de tout cœur. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Lisez-le, offrez-le à vos enfants, à vos petits-enfants. Lisez-en des passages à l'école. C'était génial. Troisième livre de ma pile à lire de janvier et dernier livre papier, puisque les deux derniers étaient des livres numériques. Iscari, le premier tome, Achat, tueuse de dragon de Kristen Cicciarelli aux éditions Gallimard. C'est Diane qui me l'avait choisi. J'ai adoré ce livre. C'est un énorme coup de cœur. Lisez-le. Vous voyez, ma pile à lire de janvier, elle était cool quand même. Hein. Franchement, j'ai fait 2 lectures, mais incroyables. Et je vous parlerai des 2 dernières après. Bref, dans cette histoire, on va rencontrer Asha, qui est l'Iscari. Dans le monde dans lequel elle vit, c'est de la fantaisie orientale. On est dans un univers où les dragons existent et où, à l'époque, il y a des années, à l'époque de la grand-mère d'Asha, qui était la reine dragon, les hommes et les dragons vivaient en harmonie. Et un jour, les dragons se sont rebellés et la reine dragon, donc la grand-mère d'Asha, a décrété que les dragons devaient être chassés et tués et que le peuple, je me souviens plus de leur nom, que un des peuples de cet univers servirait désormais d'esclave aux puissants de ce monde. Aujourd'hui, Asha est devenue l'Iscari puisqu'il y a une légende qui existe et qui dit que leur dieu, le dieu qui existe dans cette mythologie, a créé le premier Namsara et le premier Iscari, la première Iscari. Ils étaient tous les deux frères et sœurs. Namsara devait sauver le monde et Iscari devait le détruire en fait. C'était la violence contre Namsara qui était la vie. Asha est devenue l'Iscari bien malgré elle puisque elle a vraisemblablement causé la mort de milliers de gens dans son village en attirant un dragon qui aurait brûlé tout simplement le village, causé le décès de sa mère, causé le décès de plein de gens. Donc elle est devenue Iscari et son simple but dans la vie, c'est de tuer un max de dragons. Elle est née pour ça, elle adore faire ça, elle se barre dans les montagnes, elle massacre du dragon et elle rapporte la tête des dragons sur un plateau à son père et son père il est hyper fier d'elle. Tout le monde la craint puisque à l'époque où est survenu ce drame, à l'époque où elle a invoqué plus ou moins le dragon et où il a massacré tout le monde, elle a été brûlée. Et du coup, elle est un peu, enfin, pas qu'un peu, elle est brûlée complètement sur tout un des côtés, je crois que c'est côté gauche, de son corps. Donc tout le monde la craint, tout le monde la déteste aussi puisqu'elle a causé la mort de tant de personnes. Et donc dans ce premier tome, on a notre fameuse Asha qui va partir en bataille contre un dragon et qui va se rendre compte fortuitement que peut-être que tout ce qu'elle croit savoir n'est pas la vérité vraie. Je vous laisse vous-même découvrir cette histoire. Je ne vais pas vous en dire plus. C'était un régal. Je l'ai dévoré. C'était génial. C'est bien écrit. C'est une traduction, donc je ne peux pas vraiment noter le style de l'auteur, mais c'est bien écrit. Je veux dire, le traducteur fait pas non plus tout le boulot, donc voilà. J'ai adoré tous les personnages, autant l'héroïne que
les personnages qui sont des vrais connards. T'as envie de les massacrer, mais ça prouve qu'ils sont bien faits. Les personnages secondaires sont géniaux. J'ai adoré découvrir les dragons. Et ça m'a fendu le cœur au début, j'avais beaucoup de mal parce que je venais juste de voir le film Dragon 3. Et les dragons, ils sont trop choux dans cette histoire. Et du coup, t'as envie de... Et là, tu ouvres sur une scène où elle massacre un dragon, quoi. Donc, bah non, quand même. Enfin bref, c'était vraiment chouette. Le côté religieux de, voilà, bah, c'est le dieu qui a créé Namsara et Iskari. C'est les croyances auxquelles on essaie de plus croire parce que c'est à cause de ça que tout a commencé, la rébellion des dragons, etc. J'ai adoré. Pourtant, moi, le côté religieux, c'est vraiment pas ma came d'habitude, voilà. Mais là, ça passe nickel. C'était hyper intéressant. Dans cette histoire, dans cet univers, les dragons sont attirés par les histoires. Donc quand Asha chasse, elle raconte des histoires. Et ce que j'ai adoré dans ce roman, et ce qui fait sa force, c'est que chaque chapitre, ou presque, surtout au début, est entrecoupé d'une histoire. Et en fait, les histoires, c'est l'histoire du peuple qu'on suit, en fait. C'est l'histoire des ancêtres d'Asha, c'est l'histoire du premier Namsara, c'est l'histoire du premier Iskari. Et on se rapproche au fur et à mesure comme ça de l'histoire qu'on suit actuellement. C'était fantastique. C'était fantastique. Il est lourd. Il est très lourd. Voilà, il est un petit peu gros quand même. Mais j'ai surkiffé cette histoire. Comme je vous l'ai dit, j'ai adoré les personnages secondaires. Et ça, c'est un énorme plus parce que j'ai appris que cette trilogie serait une trilogie de tomes compagnons en réalité. Donc dans ce premier tome, on a suivi Asha. Et dans le deuxième tome, on va suivre un autre personnage. Et c'est un des personnages que j'ai aussi beaucoup aimé, qui est donc un personnage secondaire du tome 1. Voilà, donc j'ai très très hâte de découvrir la suite de ses aventures. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que il y a un léger côté romance, bien sûr. Voilà. Vous savez que moi j'adore la romance. Mais ce côté romance, c'était juste fantastique en fait. Il prend jamais, à aucun moment, il prend le pas sur l'histoire. C'est un peu frustrant parfois parce que je me suis dit, allez, vas-y, là c'est bon, maintenant, mets-nous un bon coup de romance. C'est un peu bizarre la façon dont j'ai dit ça. Je suis désolée. C'était pas ce à quoi je pensais. Mais voilà, c'était fantastique. J'adore la fin. C'était génial. Et j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir le tome 2 qui est sorti il y a la semaine dernière, je pense, ou il y a 2 semaines, là, en français, avec une couverture qui ne matche plus du tout, du coup, avec celle-ci. Mais c'est pas grave, je l'achèterai quand même. Enfin, non, puisque j'ai décidé que je n'achèterai plus de livres. À moins que Kristen Ciccarelli soit à Livre Paris. C'est possible, je ne sais pas. Je me renseignerai. On verra. Mais en tout cas, ouais, c'était génial. Lisez-le, c'est une vraie bonne fantasy young adult. J'ai adoré. Bon, et du coup, je ne l'ai pas précisé, mais 20 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads. Ensuite, j'ai lu la sélection de ma sœur. C'était 7 bonnes raisons de rester célibataire ou pas de Cécile Chaumin. Je ne me souviens plus de l'éditeur, je suis désolée, je ne l'ai pas sur moi, en plus c'était une version numérique. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. J'ai bien aimé, mais il avait quelques petits défauts. Le plus gros défaut pour moi, c'est le début de l'histoire, tout simplement. On va rencontrer 7 personnages, 7 jeunes femmes. L'une d'entre elles est sur le point de se marier et elles vont partir toutes les 7 en voyage d'enterrement de vie de jeune fille en Italie. Pendant le séjour, la future mariée va se volatiliser. Et je ne vais pas vous en dire plus sur le résumé puisque je crois que le résumé n'en dit pas plus. Au tout début de l'histoire, on est avant le voyage en Italie et on rencontre chacun des 7 personnages, chacun leur tour. Et à chaque fois, on a le point de vue du personnage qu'on suit. Du coup, c'était vachement intéressant parce que ça nous permet vraiment de découvrir chaque personnage et de réussir à les identifier. J'ai adoré le prologue. Je peux pas vous dire ce que c'est parce que c'était tellement énorme, j'ai tellement adoré le découvrir comme ça. On ouvre le livre et puis, hein, quoi? C'était génial. Donc, je vais pas vous dire ce que c'était le prologue, mais je l'ai adoré et du coup, j'avais qu'une envie, c'était de découvrir ce qui s'était passé à la fin. Et donc, on commence le roman après ce prologue sur une introduction des 7 personnages. Et j'ai trouvé que c'était assez vulgaire la façon dont c'était fait. C'est-à-dire que je crois les 3 premières sur les 7, on les découvre, elles sont en train de baiser, en fait, tout simplement. Et je me suis dit,
bon bah ok, mais elles font que ça dans la vie, ces femmes, enfin elles n'ont pas d'autres occupations. J'ai trouvé ça un peu, comment dire, je me suis dit ok, c'est peut-être qu'effectivement ça prend une place importante dans leur vie et je le juge pas du tout, chacun fait ce qu'il veut avec son postérieur, hein, voilà. Mais pourquoi on est obligé de rentrer dans leur intimité de cette façon? Je veux dire, il y a d'autres trucs, surtout que chacun de ces personnages se définit clairement au fur et à mesure de l'histoire, autrement que par ses relations sexuelles. Je veux dire, donc j'ai trouvé ça un peu dérangeant qu'on rentre cache dans leur intimité comme ça pour les 3 premiers personnages. Si ça avait été qu'un seul personnage sur les 7, ou même 2, mais genre à 2 ou 3 personnages d'intervalle, je sais pas. Mais là, les 3 premières, clang, direct. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu beaucoup. Et surtout, au début, la plupart des personnages, elles m'ont fait vraiment l'effet de un peu de bimbo superficiel. Genre, vous voyez ces filles, ah ouais, trop cool, non mais attends, tu sais pas ce qu'il m'a dit, non, non. Enfin, vraiment, les post-adolescentes qui n'ont pas grandi. Et enfin, au début, je me suis dit, ça va être difficile de m'identifier aux personnages et de les apprécier tout simplement. Finalement, j'ai quand même réussi à les apprécier, même si j'avoue que j'avais quand même des petites préférences. Elles sont 7, je les ai pas toutes aimées de la même façon, mais j'ai quand même passé un super moment avec elles. J'ai adoré découvrir les raisons qui ont poussé la jeune mariée, enfin la future mariée, à disparaître. Je me suis posé plein de questions. J'avais... Il y avait une hypothèse que je savais que ça pouvait pas être ça. Et j'avais raison, c'était pas ça. Mais je savais pas ce que c'était. Et c'était vraiment cool de le découvrir. Et alors, à la fin, dans les derniers chapitres, mais j'ai rigolé, mais tellement fort, c'était tellement drôle. Oh, les situations s'enchaînent les unes après les autres. Et on comprend enfin comment elles en sont arrivées au fameux prologue dont je vous parlais et je vous disais que je voulais pas trop vous en dire. Et c'est tellement drôle. Oh purée, j'ai rigolé, j'ai rigolé. L'histoire était vraiment sympa. Je lui ai mis 9 sur 10 parce que voilà, il faut quand même y penser et c'est quand même une très très jolie amitié qui est décrite. Et puis surtout cette fin quoi, c'était vraiment du tonnerre. C'était un bon roman feel good, pas prise de tête. Il fallait quand même vraiment dépasser ces premières pages parce que je vous ai dit, j'ai vraiment cru que j'allais pas accrocher. Et en fait, à partir du moment où on les retrouve toutes les 7 à l'aéroport, où elles se retrouvent en Italie en fait, là vraiment l'histoire commence. Et c'était chouette, c'était un vrai bon moment de détente. Et le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'était donc le dernier titre de ma pile à lire, sélectionné par ma maman, Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Je ne l'ai pas non plus avec moi puisque c'était aussi une version numérique que j'ai lue. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Comme ce n'était pas un 20 sur 20, vous avez compris que c'était pas un coup de cœur, mais on en était quand même vraiment pas loin. Quand nos souvenirs viendront danser, c'est l'histoire d'une bande de petits vieux qui vivent dans une allée dont j'ai oublié le nom, honte à moi, depuis 60 ans. Ils sont arrivés là quasiment à l'époque où le lotissement venait d'être construit. Ils sont quasiment tous arrivés plus ou moins en même temps. Ils ont appris à se connaître au fur et à mesure des années. Il y a eu des départs, il y a eu des décès, il y a eu des naissances. Il y a eu des clashs qui ont fait que pendant un certain temps, ils se sont un peu perdus de vue. Et là, leur quartier va être rasé pour construire une école. Du coup, les petits vieux font de la résistance et décident qu'il est hors de question qu'on rase leur quartier. Ils ont envie de finir leur jour là où ils ont passé toute leur vie. Et pour eux, c'est juste inconcevable qu'on leur demande à 80 ans de quitter tous leurs souvenirs. J'ai adoré les personnages. 10 sur 10. C'était génial. Chacun d'entre eux est extraordinaire. Ils ont tous leur petit caractère. Le personnage principal qu'on suit s'appelle Marceline et en gros c'est elle qui va tenir un petit peu le journal pour nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. On alterne entre des épisodes du passé, donc on découvre un petit peu leur arrivée dans le coin, leur relation avec leurs voisins, et c'est entrecoupé par des moments du présent où ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver leur quartier. L'histoire était géniale, le concept est fantastique, l'ambiance était incroyable, j'ai oscillé entre rire et larmes pendant tout le roman, j'ai pas pleuré mais c'était pas loin, le style de l'autrice est toujours génial, franchement, Virginie Grimaldi elle a un talent incroyable, justement pour ça, pour vous faire passer du rire aux larmes en un claquement de doigts, c'était fantastique. Elle a des réparties à un moment, non mais imaginez-vous, à un moment, les papis et les mamies, pour essayer de sauver leur quartier, et donc ils essayent de faire le buzz, hein, ils sont interpellés par deux jeunes
Et les jeunes, ils ont une idée et ils montent un clip de rap avec les papis et les mamies. Je vous laisse imaginer un petit peu ce que ça donne. J'étais mais pliée en deux, j'en pouvais plus. Le seul élément qui fait que je n'ai pas mis 20 sur 20 à cette histoire, c'est la fin, parce qu'elle était fantastique, extraordinaire, mais je l'avais deviné. J'avais deviné comment ça se terminerait et je l'avais deviné très tôt dans le récit. C'est dommage. Mais du coup, je suis quand même contente parce que je voulais que ça se termine comme ça. Mais si j'avais pu être un petit peu surprise, si ça s'était terminé comme ça, mais qu'il y avait eu une légère révélation quand même à la fin ou quoi, ça m'aurait un peu plus plu. Là, je l'ai vraiment kiffé, hein. C'est juste que comme je l'avais deviné, j'ai eu un sentiment un peu moins fort, quoi. Malgré tout, dans l'histoire, j'ai quand même été surprise, puisqu'on apprend assez tôt qu'il y a eu un accident à un moment donné dans leur tranche de vie, qui a fait justement qu'ils se sont un peu perdus de vue malgré cette proximité de voisinage. Et cet accident, jamais de la vie, j'aurais deviné que c'était ça. Parce que à aucun moment dans le récit, l'autrice te donne des indices qui peuvent te faire penser que peut-être que c'est lié à ça ou quoi. Non, jamais. Et au moment où un personnage prend la parole pour dire oui, mais est-ce que vous pensez pas que... Et donc là, on dévoile l'accident. Je me suis dit, hein? Quoi? Mais attends, j'ai failli revenir en arrière dans ma lecture pour voir si j'avais pas raté quelque chose. Et en fait, non, j'ai rien raté. C'est juste que l'autrice est hyper intrigante, intéressante, intelligente et qu'elle sait exactement comment écrire une histoire pour qu'on se retrouve sur le cul, en fait. Tout simplement. Ce que j'ai aussi adoré, c'est qu'à la fin, enfin vers la fin, je ne vais pas vous dire exactement à quel moment, c'est pas à la toute fin, mais on se rapproche quand même de la fin. Il y a un petit clin d'œil à la maison de retraite Les Tamaris, et en fait c'est l'établissement dont il est question dans Tu comprendras quand tu seras plus grande, de la même autrice, et j'ai trouvé ça adorable. C'est vraiment juste un petit clin d'œil, hein. Il y a juste un des personnages à un moment qui mentionne cette maison de retraite. J'ai trouvé ça trop bien, voilà. Je m'en serais peut-être pas souvenu si Tu comprendras quand tu seras plus grande m'avait pas autant marqué, mais ça a été c'est mon roman chouchou pour l'instant, mon roman coup de cœur de Virginie Grimaldi, c'est celui-là, c'est le premier que j'ai lu. C'est vraiment celui pour lequel j'ai terminé en larmes, j'étais vraiment littéralement en larmes après avoir refermé le bouquin. Voilà. Et là, je vous dis, quand nos souvenirs viendront danser, c'était hyper émouvant. J'ai adoré cette magnifique histoire d'amitié, de voisinage, de famille aussi surtout. C'était fantastique. Je vous le conseille de tout cœur. Et si vous n'avez pas encore compris que Virginie Grimaldi, c'est une autrice à suivre, je vous le dis, suivez-la. Elle a un compte Instagram génial. Elle est hilarante en plus. C'est une personne qui est vraiment drôle. Et j'ai très hâte de la rencontrer en vrai sur un salon un jour, parce que j'aurai des milliards de choses à lui dire, et à commencer par merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous avez le lien vers mon compte Utip qui vous permettra de gaspiller quelques petites secondes de votre vie pour regarder des vidéos qui me permettront d'engranger quelques petits centimes afin d'acheter du matériel de meilleure qualité pour vous proposer des vidéos bien plus sympathiques à regarder et à écouter. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!